Bonjour. Traditionnellement, on oppose deux types d'observations, les observations qualitatives et les observations quantitatives. Typiquement, dans une approche qualitative, on pourra s'intéresser à une série d'extraits issus d'un corpus, sous la forme d'une concordance ou d'une suite de fragments langagiers. L'examen minutieux de ces extraits et de leurs propriétés linguistiques fournit la base de ces observations. À l'opposé, dans une approche quantitative, on s'intéressera au comptage des phénomènes observés et l'on mettra l'accent sur les aspects statistiques, tels que la fréquence, la rareté d'un phénomène ou la corrélation de deux phénomènes concomitants. Cette opposition qualitatif-quantitatif apparaît a priori assez intuitive et facile à saisir. Et pourtant, méfions-nous des apparences, elle n'est pas si triviale qu'il n'y paraît. À vrai dire, à y regarder de plus près, cela nous invite à interroger le statut même de nos données. Tout d'abord, d'un point de vue qualitatif, on peut appréhender un corpus comme un réservoir d'exemples. Si l'on cherche des occurrences de l'expression « à n'en pas douter » dans un corpus scientifique, ici le corpus Scientexte, on pourra partir du mot-clé « douter » pour faire simple. Cette recherche renvoie à de nombreuses occurrences, dont de nombreux contextes illustrant l'expression cherchée. Comme ici, ces recherches ont, à n'en pas douter, apporté une intelligibilité sur le fonctionnement dynamique, etc., etc. Or, il est important de comprendre que ces illustrations ont pour vocation de montrer un phénomène en contexte, mais ne peuvent servir, par elles-mêmes, à démontrer une hypothèse. Elles peuvent éventuellement aider à illustrer une hypothèse par l'invocation de cas de figure concrets, mais pas à en apporter la validation, tout au moins pas sur un seul plan qualitatif. Pourquoi? Parce qu'un exemple, en linguistique de corpus, ne peut être considéré comme un fait linguistique que s'il est suffisamment fréquent, c'est-à-dire s'il intègre une dimension quantitative liée à sa fréquence, à la taille et à la représentativité du corpus. Dans les sciences expérimentales, tout fait doit être reproductible pour être considéré comme un fait. En linguistique de corpus, c'est un peu la même chose. On s'intéresse à des faits qui se reproduisent suffisamment souvent pour qu'ils ne soient pas imputables au seul jeu du hasard. On pourra rétorquer qu'on se contente parfois d'une seule attestation, par exemple pour remonter à la naissance d'un certain terme ou à la première utilisation d'une expression d'un mot. Certes, mais l'attestation, par définition, peut être singulière. Elle n'a pas forcément la prétention d'être représentative d'un usage répandu. Par exemple, le mot « informatique » fut employé pour la première fois en France par Philippe Dreyfus en 1962 lors du dépôt du nom d'une société d'informatique appliquée. Cette création lexicale a ensuite connu le succès que l'on sait. Cette forte croissance dans l'usage peut par la suite être observée de façon fiable à travers les corpus, ce que la seule attestation de 1962 ne pouvait laisser présager. En anglais, par exemple, c'est un autre terme qu'il a finalement emporté après l'abandon de informatics. Pour observer des faits avec une portée générale, il faut donc à la fois du qualitatif et du quantitatif. Revenons à l'exemple précédent de l'expression « à n'en pas douter ». Si l'on émet l'hypothèse générale que l'expression apparaît dans les textes en incise, on constate que c'est le cas dans 6 occurrences sur 7. Vu que sur 29 occurrences du verbe douter, 7 sont en incise et que 6 de ces 7 occurrences concernent l'expression « à n'en pas douter », il semble bien qu'il y ait une forte corrélation entre la position d'incise et l'expression « à n'en pas douter ». Là encore, l'aspect quantitatif peut nous aider. La statistique fournit une foule de tests de corrélation ou de tests de significativité permettant de mesurer le caractère exceptionnel d'une observation, c'est-à-dire de mesurer jusqu'à quel point il est improbable que celle-ci soit seulement le fruit du hasard. L'hypothèse générale préalablement formulée sur la position en incise de « à n'en pas douter » peut donc trouver dans les exemples particuliers du corpus une forme de validation. Et ceci pour autant que 2 critères quantitatifs soient respectés. Le corpus se doit d'être représentatif des usages que l'on cible et les observations doivent être statistiquement significatives. La significativité est simple à évaluer. C'est en général une mesure mathématique qui tient compte de la taille du corpus et de la fréquence du ou des phénomènes observés. La représentativité est sans doute le critère le plus complexe. Il est au cœur de la démarche de la linguistique de corpus, puisqu'il est intrinsèque à la construction de l'objet scientifique. Il doit répondre à de nombreuses questions, car il s'appuie sur de nombreuses hypothèses.
Le corpus couvre-t-il une assez grande variété de phénomènes? Doit-il être homogène ou hétérogène? Spécialisé ou généraliste? Est-il suffisamment grand pour observer des phénomènes rares et ténus? En ce qui concerne l'exemple qui a retenu notre attention, à n'en pas douter, pris en position d'incise, un examen plus attentif nous montre que toutes les occurrences appartiennent au même document, une thèse en sciences de l'éducation. De ce fait, le critère de représentativité n'est plus assuré pour ces occurrences. L'hypothèse générale ne peut donc être validée par cette seule observation qui manque de représentativité. Pour pallier ce type de biais, quand une forme concentre toutes ces occurrences en un seul point du corpus, on a coutume de calculer un deuxième indicateur en complément de la fréquence. Il s'agit de la dispersion ou fréquence de documents qui indique le nombre de documents différents dans lesquels la forme apparaît. L'approche allant du général au particulier est souvent dite déductive. On parle aussi d'approche corpus-based, basée sur les corpus, consistant à utiliser les corpus pour valider ou ajuster une série d'hypothèses formulées en amont ou même une théorie dans son ensemble. De par son caractère empirique, la linguistique de corpus est particulièrement adaptée à l'approche inverse, qui consiste à partir de données particulières pour formuler des hypothèses générales. Il s'agit de l'approche inductive, également appelée corpus-driven, revendiquée par des contextualistes britanniques tels que John Sinclair ou Patrick Hanks. L'idée est de se laisser guider par les données en laissant de côté les a priori qui pourraient conduire à ignorer certains phénomènes inattendus. À l'opposé de la conception rationaliste d'un Chomsky, cette position ultra-empiriste s'appuie sur une méfiance de l'intuition individuelle du locuteur. Sinclair le formule très clairement quand il dit que l'écart entre l'intuition et les faits observés est énorme et systématique. Reprenons l'exemple du verbe douter dans Scientexte. Cette simple requête fournit en effet de nombreuses observations que le linguiste peut tenter d'organiser par l'examen des contextes d'apparition. Avec un complément d'objet indirect, on a le sens de remettre en question, remettre en cause. Par exemple, il va également douter de la réponse de l'autre, porte le lecteur à douter de, etc. Une construction causative peut exprimer la perte de confiance en soi. Par exemple, faire douter les individus quant à la connaissance en jeu, font douter l'individu de ses connaissances et compétences. Sans complément d'objet, dans une infinitive, le verbe exprime le doute hyperbolique. Par exemple, il est important de douter constamment. Avec un pronom réfléchi, douter exprime le fait de prévoir, de s'attendre à. Par exemple, on peut se douter que j'aurais dû me douter. Avec la préposition sans et un pronom réfléchi, douter exprime l'ignorance. Par exemple, sans se douter que, sans paraître se douter que. Dans une forme impersonnelle, douter exprime l'incertitude. Par exemple, on pourrait en douter. Enfin, assorti de formes négatives, douter exprime la certitude. Par exemple, on ne saurait douter que, à n'en pas douter. Comme on le voit, les nuances sémantiques sont très riches et étroitement liées au contexte syntaxique. Le corollaire d'une approche corpus-driven, c'est de se laisser guider par le plan de l'expression pour approcher le plan du contenu. Les formes prennent leur sens en contexte. Toutes ces observations, bien entendu, sont d'ordre qualitatif. Regrouper, classer, abstraire, catégoriser, établir des typologies. C'est le cœur de métier de l'analyse qualitative en linguistique. Et pourtant, le quantitatif n'est pas loin. Si l'on veut assurer un certain degré de généralité, il faudra s'appuyer sur de nombreux exemples. Les 29 occurrences de douter n'y suffisent pas. Dans la pratique de la CPA, de Patrick Hanks, on estime qu'il faut au moins 150 contextes variés pour décrire un verbe comme douter. Observation quantitative et qualitative, on le voit, ne s'opposent pas. Bien au contraire, il s'agit des deux extrémités d'un même objet, le corpus, qui vise à rassembler une collection de faits singuliers pour parvenir à des observations générales sur l'usage de la langue. Enfin, la méthodologie de corpus permet d'effectuer un double mouvement, allant du général au particulier et réciproquement, en suivant les approches corpus-based et corpus-driven. Là encore, il faut considérer ces deux approches comme complémentaires et non exclusives l'une de l'autre.